Parole des premiers. Parole des premiers. Ils ont gouverné ou occupé la première place hier. Aujourd'hui, ils regardent et commentent l'actu d'un autre œil. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous? Parole des premiers, nous recevons aujourd'hui M. Amadou Kerno Diallo, ancien ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Alors, d'entrée de jeu, on va commencer. On l'a dit déjà, vous avez été ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Parlez-nous un peu de ce département avant de rentrer dans le vif du sujet. Le but même de ce département-là. Écoutez, le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine s'occupait essentiellement de la coopération avec les autres pays, je dirais pays du monde entier. Et en même temps, elle s'occupait de ce que nous appelons couramment intégration africaine. Ça veut dire que toutes les institutions qui servent à mettre les pays africains ensemble. Et il y a l'Union africaine, il y avait la CEDEAO, il y avait la MANURIVA, etc., etc. Donc, à la fois, on s'occupait de la coopération économique bilatérale, je précise, c'est la coopération économique bilatérale et avec les institutions des Nations Unies, toutes les institutions. Quand j'étais là, je crois qu'on avait 27 institutions des Nations Unies, et les ONG, et de l'autre côté, c'était strictement africain. Toutes les institutions africaines étaient représentées au niveau du ministère de la Coopération. Donc, ce sont ces relations-là qu'on gérait au jour le jour. Donc, quels étaient vos rapports avec le département des Affaires étrangères? Le département des Affaires étrangères, c'était beaucoup plus politique. S'occuper des ambassades. Et donc, c'est purement côté politique. Si vous voulez, pour simplifier, les affaires étrangères s'occupaient de la politique et la coopération s'occupait des affaires économiques. D'accord. Alors, vous êtes nommé à la tête de ces départements le 19 mars 2021 jusqu'au 5 septembre 2021, environ 5 mois et quelques jours. Expliquez-nous un peu les conditions de votre nomination à la tête de ce département. Merci pour la question. C'est un peu surprenant. Moi qui ai vécu pendant plus de 30 ans à l'étranger, je suis parti d'ici en 1991. J'avais une bourse pour les États-Unis. Et après mes études, j'ai travaillé dans les institutions internationales, la BAD, et puis à la Banque islamique. Donc pendant la Covid, tous les bureaux étaient fermés. On travaillait en ligne. Et j'ai décidé de venir m'installer à Dakar. Et pendant 6 mois, j'étais là, je travaillais en ligne. Je présidais toutes les réunions pour le financement de tous les projets liés à la Covid pour les 57 pays membres. Donc un jour, je décide de venir en Guinée parce que ça faisait 6 mois que je n'ai pas vu maman. Et je suis venu là. Et il y a un ami qui nous a invités à dîner à Palm Kamayen, et qui est aussi conseiller du président de la République, qui lui a dit que j'étais là. Et il lui a demandé de me passer le téléphone. On a parlé près de 30 minutes. Et il m'a demandé de venir le voir à la présidence. C'est le professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé, qui à travers mon ami là. Donc le lendemain, d'abord je voulais partir voir maman. Il me dit non, tu ne vas pas tant que on ne te fait pas le test Covid. J'ai dit non, je l'ai fait à Dakar. Il dit non, on n'a pas confiance au test qui se passe à Dakar parce que apparemment il y a un conseiller du Premier ministre qui venait de Dakar, qui avait fait son test qui était négatif, qui est arrivé ici et quelques jours plus tard, il est mort. Donc il voulait me faire refaire le test. Donc j'ai refait le test et il m'a invité à aller déjeuner avec son conseiller. On a passé toute la journée. On a fait le revue du portefeuille de la Banque islamique ici, particulièrement l'hôpital Donka. Comme vous savez, c'est la Banque islamique de développement et le fonds saoudien qui ont financé la réhabilitation. Et au niveau de la Banque islamique, on avait décidé de confier la gestion de l'hôpital à un privé. Parce que les équipements qui étaient installés à l'hôpital, c'était des équipements de dernière génération. Et donc, les collègues, les compatriotes n'étaient pas habitués. Donc, il fallait ramener des compétences, former les Guinéens qui devaient reprendre après la gestion de l'hôpital.
Donc on a passé tout ça en revue et il m'a parlé de ce qu'il était en train de faire. Et il m'a parlé de ce qu'il appelait son gouverner autrement. Et il y a beaucoup de gens qui sont moqués de ce slogan. Là, nous sommes dans le processus de 3e mandat. Voilà, déjà. Non, c'est parce qu'il a été élu, je crois, en octobre 2020. Et lui et moi, on s'est vus en février 2021. Donc, il y avait déjà 4 mois. C'est là où il vous fait la proposition de vous nommer comme ministre. Non, il ne me fait pas la proposition. Il me parle du gouverner autrement. Et le gouverner autrement, je me suis dit qu'il y a très longtemps, on aurait dû commencer par ça. Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est que d'abord, la Banque africaine avait financé le recrutement de consultants et qui allait faire l'audit de tous les EPA, sociétés de télécommunications, les régies financières, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il voulait qu'on double la pression fiscale. Pas doubler la pression fiscale, au moins doubler les recettes pour augmenter la pression fiscale. Et tout le monde lui disait que ce n'est pas possible. Et il m'a dit un jour qu'il dit que si quand on bouge tous les trous, on double les recettes de l'État. Donc il fallait digitaliser le système, tout le système de dépenses et de revenus. Il fallait auditer et voir qu'est-ce qui se passe. Et il avait engagé plusieurs réformes qui allaient dans le sens où moi, qui travaille dans les institutions internationales, qui participons, qui aidons les pays à faire des réformes, qui allaient dans ce sens. Donc ce discours m'a plus ou moins convaincu, mais je ne lui ai pas dit. Et avant qu'on ne se sépare, il dit que voilà, que moi je refuse de venir travailler pour mon pays. Je dis non, je ne refuse pas. Il m'a demandé alors c'est quoi, je n'ai rien dit. Et je suis parti. Donc c'est après ça que j'ai rencontré des amis qui étaient dans le gouvernement, qui ont essayé de m'expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils estimaient que j'aurais pu venir aider. Donc, en plus du professeur Alpha Condé, il y a d'autres amis qui ont essayé de vous convaincre. Voilà. Tels que, par exemple. Ben, je ne pourrais pas le dire maintenant, là. Oui, ce sont les souvenirs. Ben oui, je parlerai peut-être de Khalil Kaba, qui était aux affaires étrangères, avec qui j'ai rencontré, qui m'a parlé de ce que le président voulait faire. Et il voulait me convaincre de venir. Et puis, bon, après, on s'est donné rendez-vous après mon retour du village. Mais je suis venu ici la veille de mon départ sur Dakar et je suis parti. C'est après ça. Vous n'avez pas pu le rencontrer avant de rallier Dakar? Bon, écoutez, je n'ai pas essayé de le rencontrer. Disons ça comme ça. Moi, j'ai préféré partir parce que j'occupais de hautes fonctions au niveau de la Banque islamique. Venir ici signifiait créer notre problème ailleurs, parce que tous les projets financés par la Banque islamique pour lutter contre la Covid, c'est moi qui présidais la réunion, c'est moi qui les validais. Donc si je pars du jour au lendemain, vous voyez ce que ça représentait au niveau de l'institution. Donc mentalement, je crois que je n'étais pas prêt à revenir. Et arrivé à Dakar, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que le président cherche à me voir et qu'il n'arrive pas à me joindre. Et quand il m'appelle, c'est de l'arabe. Bon, après, moi, je l'ai appelé et tout ça, et puis on a bavardé un peu. Et il m'a demandé quand est-ce que je viens commencer. Il va prendre le décret pour me nommer. Est-ce qu'il faut qu'il appelle mon boss? Bon, j'ai hésité un peu. J'ai hésité parce que quand un chef d'État, je n'ai pas mouillé le maillot, je n'étais pas du parti, je suis ailleurs, 30 ans, je suis absent. Le chef d'État, un chef d'État décide de vous nommer à un poste de ministre, est-ce qu'il fallait dire non? Donc, je n'ai pas hésité, je lui ai dit non. S'il décide, ce n'est pas la peine d'appeler mon boss. Moi-même, je vais gérer cet aspect parce que je sais que c'est un aspect très, très compliqué. S'il fallait partir dire à mon boss, au président de la BID, que je m'en vais. C'était la première proposition, ministre de la Coopération? Non, il n'y a pas eu de proposition de ministère. Mais il m'a juste dit qu'il veut que je vienne travailler avec lui. À un moment donné, est-ce qu'il voulait faire de vous son Premier ministre? Non, je ne savais pas. Il m'a juste dit qu'il faut venir dans le gouvernement, je prends le décret. Et je ne lui ai pas demandé à quel poste. Je n'ai pas demandé le poste. C'est quand le décret est sorti que j'ai su que c'était le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. Vous vous attendiez à quelque chose d'autre?
Pas forcément, pas le poste qui m'intéressait en tant que tel. C'est qu'est-ce que j'allais faire. C'est surtout ce que j'allais faire. Est-ce que vous pensez que vous seriez plus prolifique ailleurs qu'à la coopération? Écoutez, je pouvais transformer le ministère de la coopération en un ministère central. Parce que je rappelle que vous êtes un économiste, un Bien sûr, banquier de bien formation. sûr, bien sûr. Le ministère de l'économie et des finances, par exemple. Oui, bien sûr, mais je veux dire, j'ai laissé ça à sa discrétion. Je voulais, si je viens, je fais mes preuves et qu'ils comprennent ce que je pouvais apporter. Je vous donne un exemple. Quand je suis venu, on a commencé à parler du financement des projets. OK? Et généralement, on va vers les bailleurs de fonds traditionnels, la BAD, la BID, la Banque mondiale, ainsi de suite. Et moi, j'ai dit que si c'est pour ça qu'on m'a amené, ce n'est pas la peine. Parce que moi, je connais le circuit de ces institutions. Ils ont un planning sur 3 ans. Il y a un montant alloué sur les 3 ans. Donc, on n'a pas besoin de moi pour venir faire ce travail. N'importe qui peut faire ça. Mais par contre, je dis qu'on peut mobiliser énormément de ressources sur les marchés. Mobiliser comment? Je dis par exemple, l'État guinéen a beaucoup d'actifs. Un exemple, les infrastructures de la CBG. Vous avez été appelé par le président, vous êtes reparti. Oui. Finalement, il vous fait une proposition d'entrer dans le gouvernement. Oui. Et la suite? Non, il a pris le décret me nommant. En fait, je devais présider le conseil d'administration de la Banque islamique du Sénégal. Passer la journée là-bas, le soir, je suis revenu. J'habite au bord de la plage à Dakar. Et avec mon neveu, tous les soirs, on marche. On va acheter du poisson et puis on marche pendant 1 heure, 2 heures le long de la plage et je reviens. Je viens, je prends mon bain et je regarde mon téléphone. J'avais plus de 500 appels et messages que j'ai reçus. Et j'étais surpris des félicitations. Parce que moi, je ne savais pas qu'on allait me nommer, quand est-ce qu'on allait me nommer et à quel poste on allait me nommer. Encore une fois, pour revenir, le ministère de la coopération, pour moi, ça dépend de la personne qui est là-bas. Parce que moi, je voulais transformer ce ministère. Je voulais vraiment en faire un vrai ministère de coopération et de mobilisation des investissements. Donc, c'est quelque chose qui collait plus ou moins avec mon background. D'accord. Voilà. Alors, quand vous êtes venu, dans quel état vous avez trouvé ce département? Quand je suis venu le jour de ma prise de service, le secrétaire général me dit qu'il y a 800 employés au ministère. J'étais surpris, pour ne pas dire choqué. À la Banque islamique, je dirigeais 14 divisions. Et la coopération régionale était une des divisions. Pour 57 pays, et je n'avais que 10 personnes qui faisaient ce travail. Donc là, on me donne un ministère de la coopération, on me dit que tu as 800 employés, et je me suis posé la question, mais que font ces 800 employés au ministère ici? Donc je voulais savoir. Donc avec mon chef de cabinet, on a mis des ordinateurs dans une salle, on a demandé à tout le monde, tous les employés de venir s'inscrire. On a codé les ordinateurs, longitude, latitude, donc vous ne pouvez pas les déplacer. J'ai donné 2 semaines. 2 semaines, il y a eu le recensement. On a trouvé qu'on avait, je crois, 535 au ministère. Alors qu'au départ, il y avait plus de 800. Il y a 300 fictifs. Il y avait 300 fictifs au ministère de la coopération. Qui percevaient leur salaire. Percevaient leur salaire à la fin du mois. 300 fictifs. Et parmi ces 500, je n'avais que 200 personnes qui étaient postées, qui avaient un poste, qui avaient un titre. Directeur, chef de section, chargé de projet, chargé d'études. Il n'y avait que 200. Est-ce qu'on vous a donné une explication à cela? Ben, j'ai pas voulu rentrer dans ça parce que je n'étais pas venu pour gérer ça. Moi, j'avais j'adoptais une autre stratégie. Je ne voulais pas me lancer dans ce truc des gens qui sont des employés de la fonction publique. On ne peut pas les licencier du jour au lendemain, mais moi, je n'en avais pas besoin, de toute façon. Donc, et sur les 200, en fait, je n'avais que, je crois, on n'a que 140 bureaux. Quand je parle de bureaux, je parle de chaises. Tu peux trouver 4, 5, 6 personnes autour du même bureau. Donc, quand je parle de bureau ici, je parle de chaises. On n'avait pas autant de bureaux, portes de clés, quoi, je veux dire. Ouais. Alors,
ça a été mon premier choc, c'est de me rendre compte que plus de 70% des employés du ministère ne faisaient aucun travail. Et ils n'étaient là que fictifs et il y en a qui ne venaient même pas. Et comme exemple, j'avais des médecins, j'avais des sages-femmes au niveau du ministère. Ouais. Mais ça m'a permis, on en parlera, de bâtir ma stratégie pour le ministère. En plus, j'avais trouvé près de 60 cadres qui faisaient leur stage là-bas. Et il y en a qui étaient là depuis une dizaine d'années, qui faisaient leur stage au ministère. J'ai eu une réunion avec eux pour demander c'est quoi leur motivation, pourquoi on fait 10 ans, 5 ans, 7 ans dans un ministère, ministère de la coopération, stage, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien, on ne vous donne pas une prime, un pécule, il n'y a rien. Tous les matins, vous venez et tous les soirs, vous rentrez à la maison. Donc, ça m'a un peu perturbé. Mais ça m'a aussi permis de mieux voir, comprendre. J'ai fait l'état des lieux, je connaissais le ministère, c'était quoi. Et maintenant, il fallait que je me projette vers l'avenir. Alors, dans cette projection-là, qu'est-ce que vous avez entamé? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans un laps de temps dans ce département? Écoutez. Et par où il fallait commencer? La première chose, c'est qu'on faisait de la coopération, on ne sait pas comment on l'a fait. On n'avait aucune politique, aucune stratégie. D'accord. Okay? Un ministre, il vient, il dit ministre de la coopération, et on le sert à manger à table, il vient, il mange, il part. Et moi, je voulais changer ça. Depuis l'indépendance de la Guinée, on n'a jamais eu une politique de la coopération, après plus de 60 ans. Okay? Donc, j'ai dit, il fallait commencer par ça. Heureusement, quand j'étais encore à la BID, mes équipes avaient financé un consultant pour faire l'état des lieux au niveau de la coopération et ainsi de suite. Donc, j'ai commencé par ça. On a préparé la politique de la coopération internationale. Et cette politique a été soumise à tous les ministères. On a eu les représentants de tous les BSD, tous les partenaires techniques et financiers, les ONG, et on a débattu sur la politique et tout le monde était content que finalement le pays puisse avoir une politique de la coopération. Oui. Parce que si vous vous souvenez, peut-être dans les livres, la coopération avant, c'était les pays socialistes. Et après la mort du premier président, on a déclaré une économie libérale. Et puis après, on a ouvert les vannes et beaucoup plus vers les pays industrialisés de l'Ouest, et surtout avec les institutions de Bretton Woods. Et donc, on tâtonnait. Donc, en mettant en place cette politique de coopération, je l'ai utilisée comme parapluie. C'est-à-dire que j'avais maintenant des choses à faire. Par exemple, le ministère de la coopération a la responsabilité pour la coordination de l'aide. Ce sont ses prérogatives. Il se trouvait qu'il y a des ambassades ici, des ONG qui travaillaient en Guinée, qui aidaient la Guinée, et le ministère n'était pas au courant. J'ai même eu une altercation avec... sur le sol guinéen? Sur le sol guinéen. J'ai même eu une altercation avec un des ambassadeurs qu'on appelle les grands, qui est venu au ministère de la coopération. Des États-Unis? Ben, je ne vous dirai pas. Ou de la France? Bon, je ne vous dirai pas. Parce que ce sont les grands. Non, je vous dis seulement que quand ils sont venus, la première chose, je lui ai dit... Ils parlent anglais? Non, tous les ambassadeurs parlent anglais. Oui. Je lui ai dit que je ne sais pas ce que vous faites en Guinée. Il était choqué. Parce que pour lui, j'étais entré, je dis non, je ne sais pas, mes équipes sont là, demandez-le. Il y a le directeur de la coopération. Demandez-lui s'il sait ce que vous faites en Guinée. Bon, il a commencé à me sortir une litanie d'activités. J'ai dit tout ce que vous faites avec le président de la République, c'est entre vous et le président de la République. Moi, je ne fais pas de politique. Mais économiquement, c'est le ministère de la coopération. Vous ne pouvez pas venir chez nous en Guinée et décider avec qui vous devez travailler, avec quel ministère vous devez travailler. C'est le ministère de la coopération, c'est votre porte d'entrée. C'est lui qui s'occupe de la coopération économique, sociale et culturelle. Donc, c'est par ici. Malheureusement, on ne sait pas ce que vous faites. Mais ça, c'était juste dessus de l'iceberg. Parce que c'était ça. Personne ne savait réellement où se trouvaient nos partenaires techniques et financiers. Un autre exemple, sur le littoral ici, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 institutions qui travaillaient sur la chaîne de valeur du riz. Et aucune des institutions ne parlait à l'autre. Comment est-ce qu'on pouvait coordonner? On ne peut pas coordonner.
Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, comme c'est la responsabilité du ministère, j'ai décidé, je vais prendre cette coordination de l'aide et je vais m'assurer qu'on sait où se trouve chacun. Je vais géolocaliser les activités et dorénavant, je vais m'assurer que tout le monde sait que si on doit faire une quelconque action ici, qu'on soit ONG, nationale ou internationale surtout, qu'on soit bilatéral, qu'on soit les institutions des Nations Unies, il faudrait parler d'abord à la coopération. On se met d'accord où et comment. C'est nous qui sommes la porte d'entrée et on vous met en contact avec les sectoriels. Si c'est un projet agricole, vous venez, on discute parce que généralement, ce n'est pas des prêts, c'est des dons. Donc, et j'ai fait ressortir un autre aspect. Vous savez, quand on finance un projet, il y a toujours le fonds de contrepartie. Alors, nous signons avec l'ambassade, par exemple l'ambassade des États-Unis, qui donne 25 millions de dollars pour le secteur de la santé. Ça part pour l'exécution au niveau du ministère de la Santé. Et donc, c'est le ministère de la Santé qui inscrit le projet dans le programme d'investissement. Donc, on peut inscrire ce qu'on veut là-bas, parce que la coopération n'est pas là. C'est nous qui devons jouer le gendarme. On veut dire, bon, il y a une fonds de contrepartie, chaque année, il faut mettre 5 millions de dollars. Et les finances vont allouer les 5 millions de dollars. Alors que dans les conditions normales, c'est un financement complet. Le bailleur, il donne, il finance tout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un fonds de... Quand j'ai fait ressortir ça, les gens ont compris, en fait, que la boucle n'était pas bouclée. Et moi, je voulais boucler cette boucle, m'assurer que le ministère de la Coopération est au centre. Est-ce qu'on peut dire que vos prédécesseurs, si je comprends bien ce que vous me dites, n'avaient pas toute la vision, tout ce que pouvait contenir ce département-là? Non, ce que je veux dire, c'est que j'avais une autre vision. D'accord. Moi, j'avais une autre vision. Je connaissais mon rôle. Vous les avez consultés auparavant avant Non, je n'ai pas consulté quelqu'un. N'oubliez pas d'où je viens. D'accord. Je viens d'une institution internationale et j'étais chargé de la coopération et de l'intégration régionale. Absolument. Donc, je connaissais plus ou moins les rudiments. Oui. Donc, il y a ça, il y a la coordination de l'aide. Oui. Donc, ce qu'on allait faire après la finalisation de la politique de la coopération internationale, c'est de mettre en place un système de coordination de l'aide. Et pour ça, j'avais déjà discuté avec Enabel, qui était prêt à financer des missions à l'extérieur du pays. On allait partir là où ça a très bien marché. Il y avait une mission qui devait aller au Cambodge, une autre au Vietnam, au Laos, une autre au Maroc, à l'Union européenne, en France. Et je crois, il y a 2 missions en tout cas, qui devaient faire et Enabel était prêt à financer ces missions pour que les cadres puissent se rendre compte, puissent aller sur place et se renseigner et comprendre comment cette coordination-là est faite. Parce que si vous ne la faites pas, toute décision que vous prenez au niveau gouvernemental, dites-vous que c'est peine perdue, c'est un échec. Donc ça, c'est un. Ensuite, on dit mobilisation des ressources. Quelle est la stratégie? Le pays n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources. D'accord. Donc c'est un pilotage à vue, on était en train de faire. Oui, c'est un pilotage à vue au niveau des finances à l'extérieur. Des gens viennent, j'ai réfléchi, de l'Angleterre, lui dit, bon, je vous donne 3 milliards de dollars et puis on va chercher le projet. Non, ça ne se fait pas comme ça. Quelqu'un vient des États-Unis ou du Canada, il a 100 millions de dollars, il veut investir. Quelqu'un vient d'Abu Dhabi, je peux vous prêter 100 millions d'euros pour faire l'agriculture. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut bâtir une stratégie de mobilisation des ressources. En quoi faisant? Plusieurs choses. Premièrement, il y a un plan qui est déjà fait. Et le plan, c'est le ministère du Plan et du Développement qui le faisait, qui est validé au niveau national. Il faut prendre ce plan et aller chercher maintenant les financements à l'étranger. Mais ce que moi j'ai constaté, mais ce n'est pas seulement particulier en Guinée. Plusieurs de nos pays au sud du Sahara, ils reçoivent et ils sont satisfaits. Une institution vient, on a de l'argent pour l'agriculture, est-ce que vous avez un projet? Oui, on a un projet, on lui colle le projet et on sort, on dit qu'on a mobilisé 20 millions. Et même si ces 20 millions ne seront disponibles que dans 5 ans. Mais nous, on pense que ça a été mobilisé. Mais non, ce n'est pas mobilisé. Donc, il fallait bâtir ce truc et aller vers les autres pour aller
chercher de l'argent. Ça, c'est un. Ce n'est pas seulement les bailleurs de fonds. Maintenant, je reviens à notre discussion de tout à l'heure pour dire que la Guinée a un potentiel de mobilisation de ressources énorme. Énorme. Je vous donne un exemple. J'avais commencé tout à l'heure, les infrastructures minières que nous avons ici. Par exemple, la CBG paye une location. À la fin du mois, il paye tant. Nous avons Anaïm, la Sogipami, tout ce truc-là. Et aujourd'hui, je crois que les revenus miniers nous rapportent quoi, 600 millions de dollars, ce que j'ai appris. Et quand le minerai de fer de Simandou commencera à être vendu, peut-être qu'on aura 2 milliards. Bon, première chose, le Mali qui est à côté, qui n'exporte que de l'or, fait plus d'1 milliard de dollars de revenus par an. Le Mali, à côté, plus d'1 milliard. Nous, avec tout ce que nous exportons ici, nous avons 600 millions. Il y a un problème là-bas. Mais je ne vais pas m'aventurer, je vais parler de la mobilisation des ressources. Donc moi, ce que j'avais dit au président, il fallait qu'on ait mobilisé des soukouks. Des soukouks, c'est comme des bonds, mais avec un actif sous-jacent. Pour dire, écoutez, j'ai 600 millions, j'ai 1 milliard de dollars par an que je reçois, je perçois. Voici les preuves, voici les actifs qui sont là. On va me payer ça. Plutôt que d'attendre à la fin de l'année ou bien à la fin du mois recevoir le milliard de dollars, moi, je peux mettre tout ça dans un paquet et dire sur 5 ans, je reçois, comme on dit 1 milliard, je reçois 5 milliards de dollars. Je vais sur le marché. Aujourd'hui, je mobilise les 5 milliards de dollars qui vont me permettre d'investir dans les infrastructures, d'investir dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, qui va avoir un impact positif sur l'économie, sur la croissance du PIB, sur la réduction de la pauvreté. Donc, ça me permettrait d'ici 5 ans de générer plus que les 5 milliards. Alors que si j'avais le milliard, ça ne m'aurait pas permis de faire tous ces investissements. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous?